C'est aussi pour ça que si on a perdu sur les 64 ans, on sait aussi que il y a plus de gens qui nous rejoignent aujourd'hui, donc ça va nous donner des forces. Beaucoup de gens à Solidaire se sont dit on va gagner, même on pensait qu'on allait gagner, qu'on pouvait gagner, on était dans la possibilité. C'est pas automatique, hein, on n'est pas un système binaire 0-1, c'est la lutte. Et la lutte, c'est du rapport de force. Et donc dans ce rapport de force, il fallait aller plus loin et plus fort. Je pense à posteriori qu'on avait plutôt raison, c'est-à-dire que comme on n'a pas réussi à accélérer globalement fortement, ça a laissé le champ libre au gouvernement. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées, mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on en parle, il y a une loi qui va s'appliquer. Voilà, donc c'est une défaite. Bonjour Simon Duteuil. Bonjour. Vous êtes co-délégué général du syndicat Solidaire. Alors on va vous interroger aujourd'hui. Actualité oblige beaucoup autour du mouvement contre la réforme des retraites. La première question portera sur l'intersyndical. Après le fait que la NUPES en 2022 pour les élections législatives ait constitué une union des gauches, on a assisté en 2023, ce qui a permis des manifestations monstrueuses. À une unité syndicale qu'on n'avait pas vue depuis extrêmement longtemps. Jamais vu. Jamais vue. Du coup, ma question elle est double. Au-delà du fait que ça contribue au fait que beaucoup de personnes peuvent venir en manifestation, une espèce d'aura unitaire qui fait du bien au mouvement, est-ce que vous avez pu observer des changements d'orientation au niveau de la stratégie globale discuté par les directions des syndicats, du fait d'avoir aussi des syndicats plus modérés, par exemple comme la CFDT. Donc ça c'est la première question. L'autre question c'est sur le terrain, et ça on en parle finalement assez peu, est-ce que cette unité syndicale a un véritable impact? Ok, donc c'est des bonnes questions. Sur la première, ce qu'il faut voir, c'est que l'intersyndicale, elle s'est construite en marchant. C'est-à-dire, elle s'est construite au fur et à mesure. Nos premières réunions, elles ont eu lieu à l'été 2022, en juillet, on s'est vu pour la première fois. Et c'était vraiment la première fois qu'on se voyait toutes les organisations syndicales comme ça depuis hyper longtemps. Et moi, j'avais jamais fait ça de mon vivant. On a discuté, on a avancé doucement sur l'automne. Et avec une certitude qui grandissait, c'est qu'on partirait ensemble. Au début, tout le monde était un peu méfiant, tout le monde se regardait, mais on savait que, vu le niveau de l'attaque, il fallait avoir un niveau de réponse assez important. Et on sait aussi, si on se décentre un tout petit peu, et qu'on se met du point de vue des travailleuses et des travailleurs, du point de vue des salariés, quand il y a une unité qui est affichée, qui est large, ça a un impact. Si on se dit, on peut se dire, en gros, si tout le monde est d'accord, ça doit être grave, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un élément pour nous qui a été important et qui a permis d'engager le mouvement unitaire de janvier. Après, effectivement, l'accord, il était quand même assez faible, on peut se dire. Pas les 64 ans, mais pas plus de triage de cotisation. Donc c'était une vision défensive sur l'intersyndicale. Et on va juste faire une première grande journée, puis une deuxième grande journée, puis un samedi et une journée. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Sauf que cette intersyndicale, elle permettait de se décentrer un tout petit peu, en tout cas d'avoir une action propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'intersyndicale en février, elle décide, et nous on décide avec l'intersyndicale, d'appeler à bloquer l'économie, le pays, bloquer le pays, c'était comme ça que c'était dit, pour le 7 mars. Bon, déjà c'est révélateur, c'est-à-dire que qui aurait pensé qu'un mois avant, certains syndicats qui appellent pas très souvent à la grève auraient pu faire cet appel? C'est parce qu'il y avait une accumulation, d'une part, et puis qu'il n'y avait aucune réponse du gouvernement, d'autre part. Donc c'est un élément, on voit qu'il y a la construction au fur et à mesure de cette mobilisation. Voilà, quand on est en février, c'est pas pareil qu'en janvier. Quand il y a déjà eu des manifestations avec plus de 3 millions de personnes, c'est pas pareil que s'il n'y en avait pas eu. Et en même temps, nous, on sait qu'une journée de grève, une journée même de blocage de l'économie, c'est pas suffisant pour le mois de mars, comme on appelle au 7. Et à ce moment-là, nous, à mi-février, au niveau de l'Union syndicale solidaire, on appelle à essayer, en disant aux travailleuses et aux travailleurs, à nos syndicats, qu'ils le décident, de construire la grève reconductible à partir du 7 mars. Donc, et si ça on peut le faire, c'est bien aussi parce que l'intersyndicale, on s'était tous dit à l'intérieur,
on se dit les choses très clairement. Voilà où sont les lignes rouges. En même temps, on doit être capable de pouvoir faire des choses sans que ça nuise aux autres. On n'était pas très sûr, mais moi je me souviens bien quand je suis arrivé à l'intersyndicale qu'on a dit voilà, nous dans Solidaire ça discute de ça, dans Solidaire ça a décidé ça, ça n'empêche pas qu'on continue à travailler ensemble, mais nous on va essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus fort. Ça a été accepté globalement, donc c'est de la dynamique en fait, voilà, c'est pas on tire un plan et on sait comment ça va se passer pendant 6 mois, ça se construit en marchant. Alors là, vous parlez justement de ce moment un peu charnière où l'intersyndicale affichait sa volonté de bloquer le pays. Je pense qu'on a été beaucoup à ce moment-là. En plus, il y avait une période de 3 semaines de pause, c'est les vacances scolaires. Et du coup, à beaucoup attendre de cette semaine du 7 mars, puis l'enchaînement, après le 8 mars, la journée pour le droit des femmes. Le 9 mars, il y a une mobilisation étudiante. Le vendredi, il y avait, je parle juste à Paris là, manifestation écologique. Le samedi, il y avait une nouvelle journée l'intersyndicale. Bon, je pense qu'on était aussi assez nombreux la semaine du 7 mars à être assez déçus. Et du coup, c'est vrai que de l'extérieur, on a un peu du mal à faire la part des choses. C'est-à-dire, on a parfois l'impression qu'il y a un décalage. Et du coup, c'est la question que je vous pose. À quel point est-ce qu'il y a un décalage chez Solidaire et les autres syndicats pour cette semaine-là, par exemple, entre la volonté affichée et le fait, sur le terrain, d'essayer d'aller mobiliser les troupes à un moment où l'inflation est super forte et où, du coup, les travailleurs et les travailleuses partent aussi peut-être encore plus difficilement en grève reconductive? Oui, alors il y a beaucoup d'éléments là, on peut discuter. Nous, on n'a pas encore tiré l'intégralité des bilans. On est en train de le construire. À l'heure où on parle, et pour réussir à tirer un bilan global interprofessionnel, c'est-à-dire de faire en sorte que partout, toutes les sections, les syndicats, puissent en discuter. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on n'a pas réussi ni le 7 à bloquer réellement le pays, même si c'était une journée immense en termes de mobilisation, et on n'a pas réussi à reconduire la grève sur les jours qui ont suivi. En global, il y a des endroits où ça a reconduit. Dans le rail, ça a reconduit. Dans des endroits de l'éducation, ça a reconduit, mais ça n'a pas réussi à prendre massivement. Donc, ça nous questionne. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que, effectivement, c'est difficile de faire grève? Et ça, on le sait. Hein. Bien sûr, on le sait. L'inflation, elle est forte. Perdre des journées de salaire, c'est très dur, très compliqué pour beaucoup de monde. D'ailleurs, on sait aussi que pas mal de gens sont venus manifester en posant des jours de congé, des RTT, etc. À des moments où... Et tout le monde n'a pas fait toutes les mobilisations. Bien sûr que chez les syndicalistes ou chez des gens très convaincus, il y en a qui ont pu faire tout, voire beaucoup plus. Je pense à celles et ceux qui ont fait de la grève reconductible, mais il y en a qui ont fait une journée sur deux pour pas que ça pèse trop sur leur salaire. Ça, c'est certain. Et en même temps, cette difficulté économique, elle existait aussi en 2019, et là, on a fait des grèves reconductives un peu plus fortes, mais dans que quelques secteurs. Ça existait à d'autres moments. En 2003, il y avait aussi des grèves très très fortes. Je vais pas remonter jusqu'à 95, mais enfin, il y a des moments où ça peut prendre. Donc, on doit aussi questionner le temps politique. Peut-être que le fait qu'il y ait une confiance très très forte dans l'intersyndicale, quelque part, ça a peut-être gelé aussi la possibilité de entre guillemets déborder ce cadre-là et d'aller plus fort et plus loin. Peut-être aussi qu'il y a une forme de plafond mental qui existait, c'est-à-dire l'envie claire de pas avoir les 64 ans et en même temps une forme de résignation sur qui était le jeu du gouvernement. De toute façon, on fera passer. Et si on n'arrive pas à casser ce truc de bon, de toute façon, on va perdre, mais qu'on commence pas à se dire on va gagner, ça permet pas d'aller plus loin. Beaucoup de gens à Solidaire se sont dit on va gagner. Même on pensait qu'on allait gagner, qu'on pouvait gagner. On était dans la possibilité. C'est pas automatique, hein, on n'est pas, c'est pas un système binaire 0-1, c'est la lutte. Et la lutte, c'est du rapport de force. Et donc dans ce rapport de force, il fallait aller plus loin et plus fort. Je pense à posteriori qu'on avait plutôt raison, c'est-à-dire que comme on n'a pas réussi à accélérer globalement fortement, bah ça a laissé le champ libre au gouvernement. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées, mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on en parle, il y a une loi qui va s'appliquer. Voilà, donc c'est une défaite. En même temps, il y a d'autres choses qu'on a pu gagner dedans, mais pour ça, on en parlera peut-être à un autre moment. Toujours se dire que construire une grève, c'est pas si facile. Il faut convaincre, et construire une grève reconductible, ça demande encore plus d'énergie, et ça demande la conscience de celles et ceux qui vont la faire, que c'est possible de gagner, comme je le soulignais un petit peu tout à l'heure. Derrière, c'est les outils. Nous, on pense que des assemblées générales, l'auto-organisation, le fait que les personnes qui vont faire grève vont décider de la façon de faire grève, c'est essentiel.
Et ben, il faut reconnaître que cette année, on a eu du mal à à amener des gens en assemblée générale. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une crise de fond? Est-ce que le modèle assemblée générale il est fini? Parce que c'est se questionner. En même temps, il y a 3 ans, on était capable d'en faire, donc ça serait une rupture rapide, mais pourquoi pas, hein. Parfois, il y a des évolutions qu'il faut prendre en compte. Est-ce que justement toujours ce truc de l'intersyndical, les dates annoncées, ça suffisait quelque part, et donc on n'a pas besoin d'aller plus loin? Est-ce que, et ça existe dans certains secteurs, les boucles WhatsApp entre collègues et tout, les travailleurs ont le sentiment d'avoir donné leur avis, ils viennent plus dans une assemblée générale parce qu'il y a le truc de distance et peut-être tout ça à la fois, peut-être qu'il n'y a pas que ces éléments. En tout cas, il faut on arrive à y réfléchir parce que notre objectif, on le sait, il y aura à nouveau des grandes confrontations sociales de ce type-là. Par ailleurs, on ne tourne pas la page sur la question des retraites. On va pas faire croire qu'on part en grève reconductible dans 2 semaines sur les retraites, ça c'est pas vrai. Mais le sujet, il va rester là. Et on sait qu'il va y avoir des attaques de ce type qui vont se renouveler. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de se défendre d'un côté, puis qu'on voit notre capacité à être offensif de l'autre. Ce qui veut dire, comment on a un rapport de force conséquent. Donc, voilà. Oui, si je réponds pour finir sur cette question, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on souhaitait au niveau de la semaine du 7 mars. En même temps, la séquence a été très compliquée dans les semaines qui ont suivi, et voire très très forte. Parce que la semaine suivante, quand il y a le 49.3, ça redécolle dans les actions de blocage. Évidemment, il y a des manifestations un peu spontanées qui existent, voilà, c'est important. Mais ce que nous, on a vu, c'est que tous les jours, il y avait plus de 100 à 200 blocages économiques organisés par des syndicalistes qui pesaient clairement. Je me souviens à l'époque, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Marseille qui dit le port est bloqué, on peut plus rien faire, l'économie est touchée. Et pour nous, ça faisait partie du moyen. Notre pouvoir de travailleuses et de travailleurs, en arrêtant de travailler, c'est d'arrêter la machine. Et tout le monde a ce pouvoir-là. Il y en a qui sont plus visibles. On se dit, les cheminots, ça bloque les trains. Mais n'importe qui peut arrêter, participer à arrêter, et puis en plus gagne du temps de pouvoir faire des choses, pouvoir faire des actions, par exemple. Mais, de la même manière, à la fin du mois de mars, sur la dernière semaine du mois de mars, c'est un peu retombé, et on n'a pas eu l'énergie suffisante collectivement. Donc on en revient aussi peut-être à est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on va gagner? Et parfois, cette grève par substitution, parce que les sondages ont toujours été avec nous, la majorité de la population, si on croit, et la majorité des travailleurs et des travailleurs encore plus, soutenaient la mobilisation. Mais si seulement 10% des gens qui soutenaient la mobilisation étaient sortis dans la rue, ça aurait pas été 3 millions, ça en aurait été 6 millions, quoi. Voilà. Donc, c'est là aussi où il faut qu'on arrive encore aujourd'hui à convaincre du monde, de dire, voilà, s'engager, agir, c'est ça qui fait la différence. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. L'avantage de cette réforme des retraites version 2023 par rapport à ce qu'a pondu le gouvernement Macron en 2019, c'est que c'était clair pour tout le monde par rapport au calcul avec les points et une espèce de rhétorique du mérite. C'est clair pour tout le monde que tous les salariés allaient perdre dans l'histoire. Est-ce que vous avez pu observer sur le terrain le fait que pouvoir justement rentrer facilement dans un accord d'opposition à cette réforme-là, ça permet d'avancer, y compris avec des gens qui se mettent pas en grève, y compris avec des gens qui vont pas à manifestation, sur d'autres conversations, sur les salaires, sans même rentrer dans la lutte des classes. Mais voilà, est-ce que ça crée des fenêtres d'opportunité comme ça, des réformes aussi facilement oui, alors je peux pas dire pour tout le temps, mais cette année oui, bien sûr, clairement. Très très vite, en janvier, la question sur le pourquoi de l'attaque avec les justifications du gouvernement qui disait en gros on veut pas faire payer le patronat, on veut continuer à faire des profits, donc vous allez devoir travailler plus longtemps, quoi. Hein, c'est les actionnaires ou vous, ça sera vous. C'est ça. Et tout le monde a assez vite compris ce truc-là. Et en plus, toutes les arnaques qui étaient posées, donc ça permet effectivement de dérouler des choses. Égalité des salaires pour les femmes et les hommes. S'il y a l'égalité salariale réelle en France, c'est 7 milliards de cotisations en plus. Waouh. Ah oui, mais donc il y a bien une inégalité, donc hop, ça ouvre une porte. Et puis quand on déconstruit le pourquoi d'une telle attaque, on en revient à 2 choses qui sont assez fondamentales. Le sens du travail, oui, en fait, on travaille pas pour travailler. Ça c'est utile et ça peut apporter des choses à la société, mais enfin, c'est aussi pour pouvoir vivre et pour pouvoir avoir du temps. Voilà. Et quand on disait qu'on volait les 2 meilleures années de notre vie, c'est-à-dire
les 2 années où on allait pouvoir profiter pleinement et qu'on nous les repousse en nous obligeant à travailler plus longtemps, effectivement, ça c'est perçu. Et du coup, on en est arrivé assez souvent à la possibilité de discuter plus largement sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui la question du partage des richesses, parce que c'est ça derrière. Et là, ça faisait le lien très clairement avec l'inflation. Comment aujourd'hui sont créées les richesses et à quoi elles servent, et comment notre travail crée les richesses. Bon, bah oui, effectivement, ces moments-là, ils permettent ce genre de discussion beaucoup plus, c'est sûr. Donc, c'est des moments de conscientisation, et c'est pas pour rien, à la fois sur la question de l'unité forte et de ce qu'a montré le syndicaliste là-dessus, mais aussi de moments de conscientisation qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers, peut-être même plus de 100 000 personnes, on n'a pas encore des chiffres globaux, mais qui sont syndiqués cette année. Et nous, on commence à avoir des remontées dans Solidaire. Il y a des syndicats qui ont eu plus 50% d'adhérentes et d'adhérents là en 6 mois. C'est quelque chose de phénoménal. Donc, c'est aussi pour ça que si on a perdu sur les 64 ans, mais on y reviendra, parce que on est toujours, nous, revendiqués autour des 60 ans, même qu'on avait perdu sur les 60 ans, que c'était passé à 62, ça n'empêche, on remet le métier à tisser, si on veut, on y retournera, mais on sait aussi que il y a plus de gens qui nous rejoignent aujourd'hui, donc ça va nous donner des forces. Voilà. Donc, ce mouvement, il est particulier, quoi. Il est particulier parce que on est fatigué, certainement, mais on n'est pas déprimé. Une question un peu plus spécifique. En 2019, donc au mois de décembre, le mouvement il avait été très très largement porté par le secteur des transports. C'était mis en grève reconductible. Et alors moi j'avais plus suivi en région parisienne, mais globalement en zone urbaine, ça avait vraiment beaucoup compliqué le fait que l'économie fonctionne comme d'habitude. Et du coup, ça avait été réellement une gêne très importante pour le gouvernement et puis pour les capitalistes. Là, on a l'impression, voilà, encore une fois, c'est juste comme personne qui prend les transports. C'est pas, j'ai pas étudié la question, mais que ce secteur des transports a été moins en grève, a été moins porteur, que peut-être qu'on met trop sur lui, mais que justement dans les attentes qu'on avait par rapport à la semaine du 7 mars, il y avait aussi le fait que parce qu'en fait quand les transports se mettent en grève, ça permet aussi à tout un tas de travailleurs peut-être qui donnent pas assez aux caisses de grève par ailleurs, mais à pouvoir sans se mettre en grève, ne pas aller au travail, aller aux manifestations, s'organiser entre collègues, et du coup voilà, j'avais envie de savoir s'il y avait un peu possiblement, si ce constat est vérifié, c'est un peu des éléments explicatifs. Vérifier, oui, il y a beaucoup moins de grèves. Si pour la région parisienne, à la RATP globalement, il y a eu moins de grèves. Là, il n'y a pas eu la grève reconductible, mais ça s'est pas construit du tout comme en 2019, où justement c'est à la RATP que c'est parti. Mais en 2019, il y avait aussi un peu ce mot déformant de l'Île-de-France par rapport à ce qui se passait dans le reste du pays sur les transports en commun. Alors que là, il y a eu des grèves à plein d'endroits dans les transports en commun, mais pas une reconductible très très forte. Pourquoi ? Parce que les travailleurs et travailleurs soit n'y croyaient pas assez, peut-être que les structures syndicales n'ont pas assez porté les choses également, c'est-à-dire n'ont pas mis assez d'énergie pour pousser à la grève. C'est ce qu'ont pu dire nos camarades de Solidaire RATP, par exemple, qui disaient, nous, on essaie de faire le travail, mais on est des tout petits en nombre encore. Tout le monde ne fait pas le travail de la même manière. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est, est-ce que ces grèves-là, elles sont plus utiles que d'autres pour faciliter la mobilisation? Parce que c'est un petit peu ce que vous entendiez dans la question, pour permettre à des gens de venir manifester ou pas, etc. Alors on peut se dire oui, parce qu'elles sont ultra visibles. Et elles ont une gêne un peu forte sur du quotidien. Ça fait un peu dérailler le quotidien de tout le monde parce qu'on le voit. Mais on peut se dire que quand il y a eu les éboueuses et les éboueurs qui ont fait grève, ça s'est très très fortement vu et ça a aussi des conséquences. Voilà. Après, il y a toujours aussi le risque de penser que la grève de certains secteurs plus visibles ou qui ont un impact qui paraît plus immédiat est la seule chose qui peut être faite ou la chose principale. On peut dévier assez vite vers une logique de grève par substitution. En gros, je vais mettre de l'argent dans une caisse de grève et vous allez faire grève à ma place. Mais pour nous, plus il y a de personnes qui vont faire grève et plus ce sera fort. Parce que je peux mettre de l'argent dans une caisse de grève, enfin, si les personnes qui sont en grève là décident d'arrêter la grève, pour X raison, je me dis, mince, oui, mais moi je suis pas en grève. Donc il faut aussi compter sur nos propres forces. C'est là où il y a besoin d'outils syndicaux le plus d'endroits possible. Après, faut être clair aussi. Autant dans tout ce qui est la fonction publique, il y a plein de syndicats. Autant dans les grandes entreprises, il y a plein de syndicats. Autant
plus on va vers les endroits où les salariés sont moins nombreux, les petites entreprises, et moins il y a de syndicats. Et moins il y a d'organisation. Et donc, c'est plus difficile. Voilà. Et donc, il y a moins de culture collective, de participer à des luttes. C'est plus difficile d'aller faire grève quand personne d'autre fait grève à côté de soi que quand plein de gens font grève. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est oui, il y a des endroits où ça a beaucoup moins marché. C'est à ces secteurs-là de dire pourquoi, d'en discuter. Et puis, que d'autre côté, si on veut que ça marche mieux la prochaine fois, ce qui fait partie des choses, ben, il faut que partout on ait la confiance que, en se mettant en grève, et parfois c'est pas grève reconductible, c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais ça va bloquer et ça va nous donner du temps. Ben, c'est comme ça qu'on va gagner. Même si je suis d'accord avec vous que le bilan du mouvement il est contrasté, c'est-à-dire qu'à la fois la réforme qui fait passer l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans, ça semble acté pour le moment. Donc évidemment ça c'est un échec extrêmement visible, mais qu'en parallèle de ça on a énormément de gens qui se syndiquent, une espèce un peu de retour en grâce des syndicats qui avait quand même été beaucoup abîmé par le mouvement des Gilets jaunes notamment, qui avait... Alors peut-être que... On en reparlera si vous voulez. Ce qui compris solidaire sur le mouvement des Gilets jaunes est la seule union syndicale nationale à avoir apporté un soutien. Après, je fais une petite entrée là-dessus. Effectivement, ça a été une surprise pour tout le monde, le mouvement des Gilets jaunes à ce moment-là. Personne n'a vu venir de cette manière-là et avec une réutilisation, y compris de logique de moyens syndicaux, de manifestations, etc. Mais maintenant qu'on a un peu plus de recul, y compris nous, il y a des gens qui ont commencé à rejoindre nos syndicats, qui ont commencé par participer au mouvement dit des Gilets jaunes, voilà, qui sont toujours Gilets jaunes aujourd'hui. Donc c'est pas forcément une frontière aussi forte, mais c'est vrai quand même. Si on prend tout le mouvement syndical globalement, il y a eu une réticence assez forte. Nous, on est peut-être un peu une exception à la règle, même si localement, à d'autres endroits, d'autres syndicats que nous ont aussi pu apporter des soutiens. Mais voilà, c'était juste pour mettre une petite petite complexité supérieure sur ces questions des Gilets jaunes. Pardon. Non, vous avez raison. Alors, du coup, ça me fait penser à une autre question. Je fais une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Même si on a l'impression qu'on entend un peu comme un mantra le fait que la grève reconductible, c'est pas quelque chose qui peut se décider par en haut. Bon, ça, c'est très bien. Est-ce que quand même, donc c'est ça l'analogie un peu spécieuse, moi je suis surpris que je pense aux révoltes de banlieue, qui datent, comme ça datait, c'est en 2005, et je pense au mouvement des Jeunes en 2018, c'est deux mouvements qui déstabilisent quand même fortement le pouvoir. Ça semble, de l'extérieur, encore une fois, un peu surprenant qu'à ce moment-là, des syndicats combatifs, donc là vous disiez que Solidaire l'a fait pour les Gilets jaunes, mais on pourrait penser à la CGT qui ont des contingents plus importants, se disent pas bon, c'est une fenêtre d'opportunité, là le pouvoir est déstabilisé, même si voilà, on n'a pas déclaré la grève reconductible, et si on en fait un peu quelque chose, et c'est vrai que je pense qu'on est assez nombreux pour le mouvement des Gilets jaunes à avoir un peu l'impression d'un rendez-vous manqué, du coup vous donnez un peu. Parce que c'est compliqué parce que alors il y a deux questions un peu, mais sur la question de la grève reconductible par le haut ou pas, et puis le lien justement sur ce type de mobilisation. C'est un rapport dialectique, hein. Je pense vraiment, oui, c'est bien d'afficher une idée qu'on peut faire une grève reconductible. Non, en vrai, il suffit pas qu'on aille disons en fait sur grève reconductible ou qu'on distribue un tract pour que ça soit ça. Ça se construit. C'est là qu'on a besoin d'une vraie construction, de discussion, de débat, ce qu'on disait tout à l'heure, sur la capacité d'auto-organisation des assemblées générales, de prendre cette décision, et qu'il y ait une démocratie qui fasse vivre les choses. Grève reconductible, c'est pas juste dire on part et puis on verra bien dans 10 jours où on en est. Ça veut dire qu'il faut faire vivre la grève au quotidien, qu'il faut animer et puis qu'il faut décider. Est-ce qu'on continue ou pas? Bon. Donc il faut les deux. Nous on pense qu'un affichage ça aide, mais que l'affichage sans pratique concrète de terrain, c'est de la propagande quoi. Voilà. Et de l'autre côté, si c'est que du terrain mais que l'outil syndical qui coordonne n'en parle pas, bah ça fait quelque chose qui serait pas assumé peut-être pas assez assumé. Après ça existe, il y a voilà, je parlerai pas des autres syndicats parce que on se respecte, il y a voilà, on n'est pas là pour se critiquer, mais on voit qu'on n'a pas forcément les mêmes pratiques en la matière. En tout cas, on peut dire que j'ai vu des secteurs où clairement c'était des équipes CGT qui étaient en grève reconductible là pendant le mouvement, pas forcément des gens de nos syndicats Sud Solidaire, voilà. Bon. De l'autre côté, sur la deuxième partie un peu de l'interrogation, sur pourquoi quand ça surgit comme ça, les syndicalistes
le syndicalisme réagit pas fortement, eh ben, une partie des syndicalistes essayent. Mais c'est là aussi que on sort d'un moment où il y a une grande unité, mais il n'y a pas une fusion des syndicats. Bon, ben, on a des différences, clairement. Nous, à Solidaire, on se revendique d'un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Ça veut dire un syndicaliste qui va construire concrètement un rapport de force pour gagner, et pour gagner de nouveaux droits, pour se défendre souvent, hein, évidemment, on est aussi sur des besoins de se défendre, comme cette année. Mais du coup, bah, nous, ça nous parle un petit peu plus. Voilà, on peut parler du mouvement des Gilets jaunes, ça nous interpelle. Il y a des syndicats qui sont un peu plus institutionnalisés, qui réfléchissent plus dans des logiques dites de dialogue social. Donc pour ces structures-là, la façon de changer les choses, c'est d'avoir des négociations fortes, y compris parfois de rapport de force là-dedans, mais avec d'un côté l'État et de l'autre côté les patrons. Nous, on y croit assez peu à ça, à cette logique dite de dialogue social. On pense globalement dans nos analyses que c'est un leurre. Ça veut pas dire qu'il faut jamais aller discuter, parce que ça peut nous être utile. Mais ça veut dire que mettre toute notre stratégie là-dedans, bah, ça ne va pas. Donc on peut tenter des coups au sens il se passe quelque chose, on essaie d'accélérer, on peut voir. Si je prends par exemple le mouvement des Gilets jaunes, on a dit ok, faut aller voir, mais le mouvement des Gilets jaunes, il était construit sur des mobilisations le week-end, qui étaient un peu éloignées des logiques de grève. Voilà. Et y compris quand on essaie de discuter un petit peu en disant oui, d'accord, il y a des gens qui travaillent le week-end, hein, qui ont pu se mettre en grève pour participer. Mais ça, c'était bon, aussi des personnes mobilisées qui avaient des faibles salaires, qui ne pouvaient pas perdre des salaires des jours de grève comme ça, mais qui voulaient pouvoir exister, expliciter leurs revendications, qui sont construites un peu pendant. Et puis après, qui ont réussi à déborder le pouvoir parce que et les organisations syndicales parce que la capacité de faire des choses pas attendues, d'aller manifester sur des lieux de pouvoir, d'avoir un recours peut-être plus massif à une violence. Et nous, on ne dit pas qu'il faut recourir à la violence, on respecte des choix tactiques qui peuvent exister différemment, mais on voit que ça peut avoir un impact, mais un impact à quel degré ça fait peur. C'est sûr que le mouvement des Gilets jaunes, au départ, si je prends sur le début de décembre 2018, il a fait peur à une partie de la bourgeoisie. Voilà. Et donc, ça a obligé le pouvoir politique à répondre à ça. On va lâcher des choses qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'attendait le mouvement, mais comme il était protéiforme, c'était certainement compliqué. Mais est-ce que c'est totalement découpé du syndicalisme? Je crois pas. Je crois qu'il y a des gens cette année qui ont participé aussi fortement à la mobilisation des retraites et qui viennent du mouvement des Gilets jaunes et qui se syndiquent et qui utilisent des outils. Maintenant, il y a des outils syndicaux qui veulent pas trop ce genre de choses, de manifestations. Il y a des mouvements syndicaux comme le nôtre qui pensent qu'il faut soutenir et qu'il faut dans ces moments-là effectivement être ensemble. Je fais un petit parallèle, il y a des moments d'accélération à l'automne l'année dernière, en 2022, en octobre, quand il y a grève sur les salaires de les raffineries et qu'il y a une menace de réquisition. On dit ok, nous à Solidaire et avec la FSU, on contacte la CGT, on sait que c'est leurs équipes qui sont principalement dessus, même s'il y a quelques équipes solidaires mais plus faibles. On dit voilà, essayons de refaire une journée forte sur les salaires à ce moment-là et en quelques jours, parce que là ça en parle, il y a une forme d'opportunité et puis c'était sur les salaires et puis sur le droit syndical. Donc il y a des moments où on peut essayer d'aller plus vite, de décrocher les choses. En même temps, on n'a pas réussi non plus à ce moment-là à mettre des millions de personnes dans la rue. Voilà. Le niveau de réponse, il dépend de plein de choses, de notre capacité à donner la confiance à agir. Et puis, effectivement, quand c'est des attaques très fortes comme ce qu'on a vécu là avec les retraites, c'est-à-dire qui touchent toutes les travailleuses et les travailleurs, et comme vous l'avez bien dit, simple. Là, tout le monde comprend. 2 ans de plus, des trimestres de cotisation en plus, on voit ce que ça veut dire. Il n'y a pas un rideau de fumée là-dessus, quoi. Bah, effectivement, c'est plus facile de mobiliser avec ça. Je vais vous poser une question de façon un peu abrupte, mais même s'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se syndiquent et que ce serait probablement une bonne nouvelle pour les rapports de force au sein de l'entreprise, dans quelle mesure est-ce que on va prendre acte une bonne fois pour toutes que les marches à répétition, ça ne marche pas? C'est-à-dire que là, moi, je trouve que quelque chose d'assez problématique, si on se place même dans une perspective électorale, c'est que Macron, c'est son deuxième quinquennat. Bon, il y a la Constitution qui fait qu'il n'aura pas le droit de se représenter. Donc là, on a l'impression qu'il est vraiment en roue libre, en mode « Ok, je suis ultra impopulaire, ok, tout le monde me déteste,
Mais qu'en fait, nous, on axe tellement notre rhétorique autour de Macron, des ministres de Macron, des gens qui sont associés à la Macronie, que la première personne de droite, voire d'extrême droite venue, qui se réclamera pas de Macron, pourra faire à peu près ce qu'elle veut. Et du coup, à quel point on va acter que c'est pas juste le grand méchant Macron, c'est pas juste le grand méchant Macron, la grande méchante Macronie, qui veulent pas écouter la légitimité du peuple, où on est des millions dans la rue. Et est-ce que vous pensez, pour dire de façon simple, est-ce que dans les 4 années à venir où ils risquent pas d'avoir de nouvelles réformes aussi globales qui touchent à ce point-là tous les salariés, que la réforme des retraites, comment est-ce qu'on va faire, alors que même sur cette réforme-là, on réussit à faire des choses intéressantes, mais on réussit pas à les faire reculer, comment on va faire quand ils vont commencer à nous attaquer de façon ciblée sur le RSA, quand ils vont attaquer les personnes migrantes, quand ils vont attaquer, puis après tout le monde va y passer, mais les uns après les autres. Moi, j'ai absolument pas la recette miracle, je pense pas que Solidaire non plus, mais est-ce qu'il y a un peu des pistes? Oui. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est très riche comme question. Nous, on pense pas qu'il faille des manifestations à répétition, point barre. On pense que le rapport de force, ça se construit. Si je reprends l'exemple de cette année, dire juste, allez, on part en grève reconductible en janvier, en fait, c'est pas vrai, ça marche pas. Il faut une construction qui accompagne, qui donne de la confiance et qui permette de. Par contre, c'est ce qu'on a dit. Là, on en est à 3 journées de grève, plus un samedi où il y en a qui étaient en grève, mais majoritairement pas forcément. Maintenant, il faut faire la grève reconductible. Voilà, il y a des moments où il faut faire des sauts pour construire le rapport de force, parce que justement, manifester simplement, c'est pas forcément suffisant. Ça peut l'être. Il y a des moments où ça peut l'être, ça peut faire reculer un pouvoir. Pas forcément sur ce qu'on voudrait ou pas, mais on peut se souvenir de mobilisations dans le passé, de grandes mobilisations politiques et ou syndicales, où des grandes manifestations peuvent suffire. Ça dépend de l'enjeu, puis ça dépend de la façon dont le pouvoir est prêt ou pas à céder sur des choses. C'est un premier élément. 2, nous, on dit pas que c'est Macron. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des trucs forts qu'il a réussi là, mine de rien, c'est à préserver le patronat et les capitalistes. Parce que dans le pouvoir économique réel, dans ce qui se passe derrière, bah oui, c'est le patronat et les capitalistes. Le MEDEF est très très content. Et Macron peut assumer des choses, mais en fait, nous, c'est pas l'individu. Évidemment, tel ou tel individu peut changer des choses, mais c'est bien le système. Et nous, ce à quoi on s'attaque aujourd'hui, on veut s'attaquer, c'est le système économique, comme il est construit, et puis des systèmes de domination à côté, parce que on pense pas qu'il y a que le capitalisme aujourd'hui qui nous pose problème. Il y a aussi le patriarcat, il y a aussi le système raciste, et il y a aussi derrière tout ça, avec l'accélération de la crise écologique, quoi, qu'il faut rattacher à ces éléments. Bon. Donc, effectivement, il faut pas dire juste c'est Macron. C'est quoi la politique? Je veux dire, que ce soit Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre qui soit Premier ministre, c'est pas ça l'important. On veut pas qu'il y ait des démissions ou des choses qui sortent. On veut une autre politique. Puis, alors, il y a le court terme et le long terme derrière. Dans le court terme, il faut être capable de se défendre. Alors nous, on dit pas forcément non plus le peuple, parce que le vocabulaire le peuple, pourquoi pas, hein, il est très utilisé, mais il est aussi polysémique. Tout le monde dit le peuple. On entend à gauche comme jusqu'à l'extrême droite utiliser le mot le peuple. Alors on est tous le peuple, mais nous on se positionne en tant que travailleuses et travailleurs. Parce qu'en tant que travailleuses et travailleurs, on a un point commun, on vit de notre travail. Voilà, c'est ça qui fait le point commun, qui fait notre participation dans le syndicat, puis qui fait notre vision de la lutte des classes. Nous, on travaille pour vivre, et puis il y en a qui vivent de notre travail. C'est bien là où il y a un antagonisme qui existe toujours. Et peut-être qu'une faiblesse aussi du mot peuple, c'est que nous, nos camarades qui sont sans papier, par exemple, est-ce qu'ils sont dans le peuple? Quand on dit le peuple, bah pas toujours. C'est comme quand on dit les citoyens et les citoyennes. Il y en a qui les intègrent dans leur idée, mais enfin, il y a plein de travailleurs et de travailleurs qui n'ont pas le droit de vote. Donc il y a des limites. Quand on dit, bah c'est pas grave, on refera des lois, on fera passer. Oui, mais les travailleurs et les travailleurs, il y en a qui n'ont pas voté. Et pour autant, parce qu'ils n'ont pas le droit, même. Et pour autant, ils subissent des réformes sociales. Ce qui renvoie derrière aussi à des logiques de légitimité de l'action syndicale, y compris quand on nous dit que ça avait été voté, accepté parce que Macron était président. Ce qui est aussi une gageure démocratique, mais bon, je lis ce milieu. Alors, comment on va faire maintenant? Bah, évidemment, vous l'avez dit, on n'a pas de recette miracle. Nous, on pense que s'organiser, ça participe d'eux. Parce que participer à un syndicat, mais pas que le syndicat, il y a des associations de lutte qui existent, spécifiques, qui apportent énormément. On peut penser, par exemple, pour les migrantes et les migrants, heureusement qu'il y a des associations de terrain très très impliquées qui apportent une solidarité concrète et qui visibilisent
ça, et qui laisse pas des mômes à la rue, voilà. C'est vraiment central. Mais ce qu'il faut, c'est des alliances. Ce qu'il faut, c'est se dire, ce qui se passe à tel endroit, ce qui se passe à tel endroit, ça nous concerne. C'est facile de le dire. Dans le concret, on peut vite se faire déborder avec une logique un peu de raz-de-marée. Donc, ce qu'on peut appeler la convergence des luttes, ça vient parce qu'on est capable de lutter sur notre secteur, notre champ professionnel, notre quartier. Il faut aussi voir les logiques de territoire. Qu'on est capable d'apporter de la solidarité, qu'on est capable de dire stop. Il faut pas. C'est vrai que le propre du pouvoir, quand il est en place, c'est de nous faire croire qu'il est inéluctable. Rien ne pourra s'y opposer. Mais l'histoire nous montre que les grains de sable viennent facilement enrouer ces grandes machines et que il y a des moments où ça bifurque. Donc c'est là, oui, faut croire à ce qu'on fait. C'est pas une croyance messianique. On le construit. Donc on ne croit pas au monde meilleur qui arrivera comme ça un jour. Non, on le construit. Et on sait qu'il y a cette urgence de par le niveau des attaques, et puis parce que je parlais de la question écologique tout à l'heure, elle nous donne une nouvelle urgence. Elle nous donne une nouvelle urgence parce que l'humanité soit dégueulasse avec une partie de l'humanité, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça remonte de ce qu'on sait dans l'histoire, c'est quelque chose qui est très très vieux. Par contre là, l'humanité est en train de détruire une partie des écosystèmes à un degré qui fait que, même si nous, on veut vivre dans un monde meilleur et qu'on veut construire ce monde meilleur, et c'est par étapes que ça se construit de toute manière, quel monde meilleur sur une planète à plus 4 degrés, quoi. Dans ce que ça va avoir comme conséquence, etc. Donc ça nous redonne aussi une urgence, et peut-être que cette urgence écologique va être un détonateur. Un détonateur pour se dire maintenant il faut arrêter, et puis en découlant, en faisant dérouler les choses, on se dit oui, sur ces politiques sociales, effectivement antisociales, sur ces politiques et systèmes de domination qui peuvent exister et qui renforcent tout ça, on est ensemble, maintenant on va changer les choses. Voilà. Mais après, ça passe concrètement au quotidien par juste pas baisser la tête ou baisser les yeux, pardon, et tourner la tête quand il se passe quelque chose qui est pas bien. Que ce soit au travail ou que ce soit dans la rue. Voilà. C'est notre solidarité qui fait la différence. Alors je caricature un peu. Je vais rebondir sur le thème de l'écologie. On a vraiment vu les jeunes commencer à participer de façon visible au mouvement après le 49-3 dans les manifs sauvages. Est-ce que vous pensez que sur une mobilisation contre la réforme des retraites, c'est pas n'importe quel thème, justement à un moment où le changement climatique donne l'impression à énormément de jeunes, c'est pas même pas qu'il y aura pas de retraite, c'est qu'il y aura quasiment plus de vie sur Terre possiblement. Oh non mais j'exagère. Oui, mais au moment où ils arriveraient à la retraite, est-ce que vous observez, alors je sais que vous n'êtes pas spécifiquement représentant de Solidaires étudiants, qui sont bien implantés, mais est-ce que, encore une fois, sur le terrain, vous avez l'impression que ça peut constituer un frein? C'est une bonne question. On s'en est emparé dès le mois de janvier. Nous, on a fait un travail spécifique pour montrer en quoi cette réforme des retraites était anti-écologique. Notamment, évidemment, parce que, je redonne 2 éléments, mais derrière, il y a une logique productiviste de toujours plus, toujours produire plus. Voilà, bon, tout le monde le sait, on est dans un monde qui est fini. Faut arrêter de vouloir faire grossir le gâteau. Faut juste le partager largement différemment. La question, c'est de partager la richesse. La question, c'est pas d'en faire plus pour les uns et les miettes pour les autres. Voilà. Donc, c'est un élément. Quand on dit il va falloir travailler plus longtemps, ça veut dire il va falloir produire plus. C'est ça le truc. Il va falloir enrichir des actionnaires, il va falloir payer des nouveaux SUV pour celles et ceux qui pourront. Bon, c'est un élément. L'autre élément, c'est que quand on veut faire travailler les gens plus longtemps, une partie de celles et ceux qui ont un peu de moyens, pour ne pas travailler plus longtemps, vont dévier vers ce qu'on appelle les fonds de pension. C'est-à-dire vont capitaliser de l'argent. Ils vont le mettre de côté en se disant moi je vais commencer à mettre de l'argent de côté parce que j'en ai un peu les moyens, parce que mon métier me permet de dégager un petit peu, je suis pas pris au coup tous les mois, c'est des gens qui vivent peut-être un petit peu mieux. Et on sait qu'aujourd'hui les fonds de pension, c'est une des structures qui subventionne le plus les énergies fossiles. Et que donc, augmenter, ou en tout cas casser notre système de solidarité en augmentant l'âge, ça participe à augmenter directement un des gros problèmes qui est la crise climatique. Voilà. Est-ce qu'on a réussi à le dire très très largement? Je ne sais pas, assez évidemment certainement. On n'était pas les seuls. Nous, on fait partie de l'Alliance écologique et sociale avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, avec Oxfam, avec Attac, avec alors, la CGT, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on verra, mais aussi avec la FSU et la Confédération paysanne.
On a mis ces éléments-là en avant. Et en région parisienne, à Paris, il y avait un cortège Alternativa avec l'Alliance écologique et sociale un peu très très fort, là, qui a même fait une chanson tube Taxes et les riches. Ça vient de là. Ça vient de cette alliance-là, où il y a des écologistes et des syndicalistes. Mais nous sommes syndicalistes et écologistes, donc qui se sont mis ensemble. Ensuite, est-ce que ça paraît trop loin, cette question des retraites? Bah oui, je pense que quand on a 20 ans, se dire, wow, ou dans 40 ans, alors qu'on se souvient que 10 ans avant, on était en CM2, je veux dire, on peut se dire, oui, c'est très loin. Est-ce que ça empêche qu'il y ait de la solidarité? Non. Bah, en fait, on a de la famille qui est concernée. C'est pas forcément parce qu'on est soi-même touché directement. On peut se dire que c'est très loin, mais en fait, on peut avoir des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des voisins, des voisines. On se dit, mais est-ce qu'on veut que ces gens-là travaillent 2 ans de plus? S'usent plus? Certainement pas. Par contre, une des difficultés peut-être qui est un peu invisibilisée là, moi j'ai été syndicaliste étudiant il y a 25 ans, enfin, entre il y a 20 et 25 ans. Il y a des bâtons dans la roue qui ont été mis pour empêcher les mobilisations aujourd'hui. D'une part, tous les élèves, tous les étudiantes et étudiants qui sont boursiers ou boursières, qui doivent signer pour prouver qu'ils viennent, sinon hop, on vous sucre la bourse. Wow, c'est violent. Et ça, c'est un contrôle, c'est une laisse sur le coup. Voilà. D'autre part, le distanciel. Évidemment, avec le Covid, l'accélération. Ah, vous occupez l'université, pouf, pouf, c'est bon. Les cours, ils auront lieu en ligne. Donc, ce qui veut dire là qu'il y a un problème. Parce que là, ça veut dire que c'est du côté aussi des enseignants et du personnel. Et là, il faut construire des mobilisations qui sont unies. Et puis, le troisième élément, c'est maintenant l'autorisation d'intervention de la police sur les campus. Ça n'existait pas comme ça il y a 25 ans. C'est quelque chose de fou. On a vu des endroits où il y a des débuts d'assemblée générale. Il suffit qu'il y ait 2 personnes dans l'assemblée générale qui disent « Ah, et si on bloquait ?» Une demi-heure après, il y a 5 camions qui arrivent. Et qui rentrent directement dans l'université. Donc cet espace qui existait il n'y a pas si longtemps encore, et qui doit pouvoir être ça à nouveau, de liberté, de construction aussi intellectuelle et d'échange. Évidemment, on apprend sur ces filières, etc. Bah, il était enfermé de plus en plus. Et pourquoi il est enfermé de plus en plus? Parce qu'effectivement, nos gouvernements successifs des dernières décennies, ils sont pas là pour améliorer le monde, en tout cas, même s'ils le disent, c'est pas ce qu'on voit. Ils sont là pour faire tourner une machine économique. L'université, ça doit être au service de cette machine économique. Ça doit former des producteurs, point barre, pas des producteurs qui ont une capacité d'action très large. Bon, je caricature un peu, hein, tout le monde ne pense pas ça de cette manière-là, mais c'est à ça que ça revient à la fin. Donc, ça rend difficile la mobilisation. Vraiment, ça la rend difficile. Après, il y a un moment où on s'est dit, ah ça y est, ça commence à bouger un petit peu. Et c'est vrai que en mars, peut-être que ce renfort d'un mouvement dit de la jeunesse, parce que nous on considère pas que les étudiants et étudiantes soient des jeunes, on considère que c'est des études, c'est des travailleurs et des travailleurs en formation, voilà, mais qui peut être de la formation intellectuelle, qui peut être de la formation manuelle, voilà, comme il y a des jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses à côté. Pourquoi et comment ils pourraient être touchés? Bah peut-être que là il aurait pu y avoir quelque chose qui allait un peu plus loin, qui débordait. Et qui débordait, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que les retraites, c'est le partage des richesses, c'est le monde dans lequel on est, et puis c'est la fuite en avant écologique. C'est pas parce que ça s'est pas passé là que ça ne se passera pas à un autre moment. Voilà. On peut être surpris. Il y a quelques années, un président de la République, Sarkozy, disait aujourd'hui, il y a des grèves, on voit plus rien. Voilà. Enfin, il y a pas si longtemps, Macron croyait qu'il, et même le pouvoir, disait même là en janvier, ça va passer, c'est bon, l'intersyndicale elle va pas tenir, il y aura 1 ou 2 manifs, et puis au revoir. Bon. On a parlé jusque-là au mois de juin, quand même, très très fortement. Donc, il n'y a rien qui est écrit à l'avance. Et par contre, en face de nous, on a un camp qui est très structuré, très organisé, qui a énormément de moyens financiers, médiatiques, c'est sûr, qui est assez cohérent et qui veut nous dire il n'y a pas d'autre alternative que ce qu'on fait. Sauf que le problème, et ça il faut aussi le dire, le pouvoir politique, et là Macron, clairement, ils ont fait le choix de quoi? Ils ont dit, on va pas céder face aux syndicats, y compris des syndicats avec lesquels ils sont censés pouvoir discuter. Donc on va donner à l'extrême droite, parce que on refuse la défaite sociale pour des arguties. Il n'y a même pas de nécessité économique réelle derrière. C'est une réforme idéologique pour montrer, c'est pour vendre à l'international que regardez en France on peut faire travailler plus. C'est pour donner des gages à ces entreprises qui vont nous donner des notes pour faire des emprunts. Non mais ils ont baissé. Ils ont quand même baissé un petit peu parce qu'il y a quand même eu la mobilisation. Ça a un impact. Mais c'est grave en fait. C'est grave quand dans un pays qu'on dit démocratique et qu'il l'est quand même, ça reste une démocratie. Il y a des limites et on le voit de plus en plus. On voit ce qui se passe cette semaine avec les soulèvements de la terre.
Ça pose la question de l'illibéralisme. Hein. On peut regarder d'autres pays en disant ouh là-bas c'est pas beau la démocratie. Enfin, quand c'est l'ONU qui parle de nous comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? Quand c'est le Conseil de l'Europe, qu'est-ce qui se passe en France? Évidemment. Eh ben, ce pouvoir qui a une fuite en avant du point de vue idéologique et c'est aussi une fuite en avant autoritaire, et c'est le refus de laisser gagner une mobilisation sociale. Évidemment que si on gagnait, pour eux, ça signait énormément de choses. Mais en refusant de laisser gagner cette mobilisation sociale, ça ouvre encore plus de possibilités à l'extrême droite. Et c'est leur responsabilité. Parce que c'est leur responsabilité d'avoir voulu faire cette réforme injuste et inutile. Voilà. Oui, c'est quand même assez... Ça serait cocasse si c'était pas aussi dangereux que les gens se détournent, enfin, une certaine partie de la population se détourne de Macron parce qu'ils le considèrent trop autoritaire et peuvent être tentés par l'option néofasciste. Oui, bien sûr, mais ça c'est le problème de la cohérence et de la visibilité des choses. Après, on peut penser, nous, plutôt, que c'est pas sur ces aspects-là. Les gens qui ont voté Marine Le Pen, si c'est Marine Le Pen, c'est probable, c'est pas parce que il a dissous les soulèvements de la Terre. Par contre, comme elle va dire qu'elle rétablira un bout de la retraite, etc., et qu'elle pourra dire ça, et que c'était un mouvement massif, bah, il y en a qui vont dire, bah, après tout, elle a des chances de gagner, et nous, par exemple, Solidaires, on n'est pas les seuls, on a pris des positions très claires, de pas une voix pour l'extrême droite, pas une voix pour Le Pen. Ça pouvait vouloir dire voter Macron, ça pouvait vouloir dire s'abstenir, mais en tout cas, ne pas aller voter Le Pen. Ça va être de plus en plus dur de tenir ce genre de position face aux héritiers de Macron, de son camp politique, quel qu'il soit, qui nous diront ça sera pas 64, ça sera 67, voilà. Et de l'autre côté, évidemment, un truc néofasciste, mais qui a toujours été capable d'utiliser la question sociale pour l'instrumentaliser, parce qu'elle sait que c'est nécessaire pour gagner des voix. Voilà. Et que tous les outils autoritaires, ils sont en place aujourd'hui. Donc c'est banco, hein. Il n'y a pas de grande difficulté, quoi. Bon, nous, on a une responsabilité là en amont. Là, c'est ce dont on parle, sauf chamboulement de calendrier, dissolution et autres surprises qui peuvent toujours arriver. Il y a quelques années devant nous. En tant qu'organisation syndicale, nous, on le dit clairement, on prend nos responsabilités, mais il faut construire et réfléchir à la façon dont on peut bloquer cette ascension de l'extrême droite. Ça participe au quotidien pour nous de diffuser des éléments qui contre l'extrême droite, qui visibilisent aussi ce qu'est la réalité de leur politique, mais d'avoir des alternatives. Et pour nous, la première alternative, c'est la victoire sociale. Si on engrange des victoires sociales, ça fait reculer l'extrême droite. C'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité du pouvoir en place de faire monter l'extrême droite par rapport à la lutte des retraites de cette année. Vous parliez tout à l'heure du fait que les capitalistes ont beaucoup de pouvoir, dont le pouvoir médiatique. Là, c'était quand même relativement visible pendant le mouvement que l'extrême droite était en retrait. Globalement, on n'avait plus trop le droit à la parole, puisqu'il n'y avait pas grand-chose de pertinent à raconter dessus. Ils considéraient que c'était mieux de se taire. Bon, dès que le mouvement se ralentit, évidemment, ils reprennent toute la place, que le gouvernement lui-même a un agenda d'extrême droite, donc ça facilite l'affaire. Ma question, c'est pas sur l'extrême droite. Ma question, c'est sur le fait que ces mêmes médias ne parlent des syndicats qu'en période de mouvement social. Donc, dans l'esprit des gens, les syndicats n'existent qu'en période de mouvement social. Moi, j'aimerais bien savoir, Solidaires, à quoi ça ressemble un peu. Alors, du coup, c'est une question trop large, parce qu'évidemment, ça dépend du secteur, ça dépend de l'endroit. Mais à quoi ça ressemble le travail syndical hors mouvement social? C'est une bonne question. Alors, déjà, juste, je pense que c'est lié à une vision des médias que la parole publique, elle est sur les politiques, globalement. Et c'est voilà. Et en plus, il y a une accélération de ça avec les réseaux sociaux, les Twitter et compagnie, où il faut aller faire des petites phrases et exister là-dessus pour pouvoir être compris. Et on parle dans les médias. C'est autre chose, c'est une autre discussion, mais il y a heureusement quelques médias qui parlent de nous souvent. Il faut aller voir la presse quotidienne régionale, hein, par exemple, ou une presse un peu plus engagée, comme elle peut l'être. Voilà, je pense à l'Humanité, Libération, Politis. Bon. Mais c'est vrai que le spectre la façon de parler de nous, on redevient vite invisible. Et là, on risque de l'être pendant un certain temps, sauf les jours où on appelle à faire des grèves ou des choses comme ça. L'activité qu'on a quotidienne, une structure syndicale, elle est vraiment multiple. Il y a un point de notre activité, c'est de la démocratie. Organiser des réunions pour pouvoir décider de la façon dont on fait des choses. Voilà.
on se coordonne, etc. Ça fait partie de notre activité. Un autre élément de notre activité, en fait, je prends pas dans le bon ordre. Ce qu'on fait le plus au quotidien, c'est défendre des collègues. Ce qu'on fait le plus au quotidien, c'est des gens avec qui on travaille, qui viennent nous voir, qui disent j'ai cette petite merde là, j'ai ce petit truc, ou est-ce que c'est normal que, et on répond, et on aide, et on accompagne. C'est ça qu'on fait le plus. Voilà. Et c'est une porte d'entrée parce que c'est la solidarité. On travaille ensemble, on est au même endroit, on est dans un collectif de travail, on est dans une entreprise, on est dans l'administration, dans une association. Ok. On a des droits, on va les faire respecter. Parfois c'est des petits trucs, parfois c'est des gros trucs. Donc il y a ça, cette question de la défense, il y a la question de la démocratie, et de la démocratie, comme je disais avant, de se réunir, mais et pour imaginer qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit porter, comment on doit agir. Voilà. On décide, est-ce qu'on va faire des grèves, est-ce qu'on va faire des pétitions, ou est-ce qu'on va, réfléchir à de nouvelles revendications qui seraient nécessaires, parce qu'on écrivait il y a 20 ans, la crise écologique, aujourd'hui on doit faire des choses nouvelles, mais quelle réponse on a pour les travailleurs et les travailleurs? Comment on voit la transition écologique? Bon voilà, ça c'est des choses qu'on doit faire. Et un autre aspect qui est central, fondamental dans ce qu'on fait au quotidien, qui est très peu visible, c'est de la formation. De la formation syndicale. Parce que, il faut que les travailleurs et les travailleurs connaissent leurs droits. Et pour ça, il faut que les syndicalistes, les gens qui syndiquent, connaissent leurs droits. Mieux. Et c'est énorme, en fait. Et alors et puis c'est connaître l'histoire du mouvement ouvrier, parce que nous, on s'insère dans une longue histoire, de lutte, de résistance, de victoire et de défaite, mais qui nous porte parce qu'on sait qu'il y avait du monde avant nous et on sait qu'il y aura du monde après nous. Voilà, on est dans un continuum. Et donc ça se transmet. Et donc ça s'apprend, on forme, on forme. Et donc il y a tout un panel de formations qui sont très très larges, très concrètes pour des élus du personnel, très concrètes pour se dire ok, par exemple sur les violences faites aux femmes et les violences sexistes, comment on va agir, comment on fait en sorte que dans le quotidien ça n'existe plus. Comment on agit aussi sur les questions du racisme dans nos entreprises ou dans nos administrations. Donc, comment dire, on va commencer par visibiliser ça. Voilà, on forme. Comment on peut avoir une action LGBTI+, mais concrète en fait, parce qu'il faut visibiliser les discriminations, voilà. Et ça fait partie de notre syndicalisme. Ça serait quoi, par exemple, cette action concrète dans les entreprises? Bah, c'est vaste. Je prends la question de l'écologie, par exemple. Tout le monde, dans son lieu de travail, peut se dire, attends, là, tout le monde, c'est pas le travail. Tiens, là, mes conditions de travail sont pas bonnes, mais en plus, en hiver, c'est un frigo, puis l'été, c'est un four. Et puis, du coup, tiens, on nous met des climatisations pour que ce soit pas un four, mais qui vont bouffer l'électricité puis rejeter de la chaleur. Et puis, de l'autre côté, on surconsomme de l'énergie en hiver. Ah, mais peut-être qu'il faudra juste revoir le système d'isolation globale. Voilà. C'est très concret. Mais ça, on peut le porter, faire pression et dire, attendez, voilà, améliorer les conditions de travail, faire le lien avec l'écologie. Nous, on essaie de développer une écologie pour réparer les travailleurs et les travailleurs, par exemple. Ça peut aller beaucoup plus loin. On a un syndicat, Sud Chimie, qui se pose des questions, réelles, en disant, on est dans un espace de production, la chimie, qui pollue énormément. Est-ce que ce qu'on fait est utile? La majorité des choses sont inutiles. Est-ce qu'on a envie de produire des pneus de SUV? En fait, à quoi ça sert d'avoir des pneus de SUV? En fait, à quoi ça sert des SUV? Faut arrêter de déconner, ces trucs ne servent à rien. Ça sert à étaler de l'argent et à compenser des choses. Déjà, je suis pas psychanalyste, je suis syndicaliste. Bon, par contre, pendant ce temps-là, ça détruit la planète. Ça bouffe d'une énergie folle. Et puis, ça détruit la capacité de rouler à vélo en ville, par exemple, quand ces trucs prennent de la place. Bon, ils se disent, nous, on a peut-être autre chose à faire que ça. Mais par contre, on en revient à un élément fondamental. On décide pas en vrai de ce qu'on peut faire dans nos entreprises ou nos administrations. On a un rapport de force qu'on peut essayer de construire. Mais derrière, dans les administrations, c'est sur l'État qu'il faut pouvoir jouer, les ministères, sur le rapport de force. Et puis dans les entreprises, la production, c'est en fait capitaliste. Parce que là, on en revient à l'essentiel. Qui détient les moyens de production? C'est un truc très concret. Qui décide? Si ceux qui décident, c'est ceux qui possèdent. C'est pas ceux qui travaillent. Et nous, c'est aussi quelque chose qu'on veut inverser. On pense que c'est les gens qui travaillent en lien avec les usagers et les usagères possibles, larges, qui doivent décider des choses. Et aujourd'hui, on a besoin d'une révolution fondamentale dans nos modes de production et de consommation, justement si on veut sortir de la crise écologique, mais aussi pour nous du capitalisme et de la situation sociale.
Après, ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Ça se construit, c'est des trucs, enfin des petits pas. On peut dire, ah oui, mais aider, faire une petite aide du quotidien, oui, mais en fait c'est utile, parce que ça donne confiance, et ça donne confiance pour aller plus loin. Puis déjà, la solidarité, c'est essentiel. Et puis, il y a des moments d'accélération. On sait pas. On fait pas l'histoire avec des si, on peut faire plein de choses. Si on avait été plus fort au mois de mars, et qu'on avait réussi à bloquer le gouvernement sur cette réforme des retraites, aujourd'hui, je vous assurais qu'on serait en train de discuter un petit peu différemment sur la question des salaires, et que ça ouvrirait énormément de portes. Une victoire en amène d'autres. Et c'est ça qu'il faut voir, qu'il faut se dire. Même si on avait vu que ça avait commencé, et bien commencé sous le gouvernement Valls, il y a quand même une radicalisation de la violence policière depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui est de plus en plus discutée et reconnue. Est-ce que, sous Macron ou avant, il y a des évolutions par rapport à la répression syndicale ? Alors, il y a 2 niveaux de répression qui existent. La répression la plus invisible, c'est ça aussi, des choses qu'on ne voit pas. Elle est quotidienne, en fait. Des syndicalistes qui se font brimer au quotidien, ont des blocages sur les avancements, etc. Et ça, bien sûr que pouvoir comme un pouvoir de DRH comme celui de Macron, hein, dans sa vision de ce qu'ils sont, évidemment, c'est des gens qui sont là pour empêcher les syndicalistes, en tout cas les syndicalistes qui les dérangent. Voilà, c'est certain. Mais ça existe partout dans les entreprises. Évidemment, oui, faire du syndicalisme, ça peut être compliqué. Ça peut être un peu risqué. C'est pas et je le dis, je sais que ça va y se dire ah bon, parce que je dois me syndiquer dans ces cas-là, est-ce que ça va pas me causer du tort? Bah oui, mais à un moment donné, il faut rompre les choses aussi. Ça, c'est la principale répression qui existe. Après, bien sûr, et nous on le disait depuis longtemps, parce que on pouvait parler tout à l'heure de 2005, enfin, on n'a pas vraiment parlé, mais ce qu'on a appelé la révolte des banlieues, mais même s'il y a eu terme peut-être pas le plus juste, mais la répression dans les quartiers, elle est vieille, elle est ancienne, et puis on sait qu'elle a une histoire, on sait qu'elle s'est aussi construite dans les colonies, on sait que la guerre d'Algérie est un moment fondateur d'une pratique policière et militaire qui s'est exportée à plein d'endroits, en Amérique du Sud, on l'a vu pour plein de dictatures, mais qui s'est aussi exportée dans la gestion des populations dans les banlieues. Enfin, quand je dis les banlieues, je parle pas des banlieues riches, quoi. Donc, voilà, je parle des banlieues populaires, évidemment. Il y a eu des violences policières, ça a existé, mais ça existait déjà dans les années 50 ou dans les années 60. Des morts en manifestation, il y en a. Il n'y a plus de morts en manifestation, là. Donc, il y a des violences, il y a des mutilations, mais il n'y a plus les morts. Mais par contre, on a un retour de ça. Il y a eu une parenthèse qui s'est un peu fermée, la parenthèse de la fin des années 80 et des années 90, peut-être du tout début des années 2000, où le niveau de violence a baissé. De violence policière, hein, j'entends. Alors, pourquoi, comment, ça faudrait peut-être le voir avec des sociologues, des anthropologues, des historiennes et des historiens, un peu plus. Peut-être que c'est le degré de conflictualité, peut-être que c'est plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que plus on est dans une situation qui va être tendue socialement, et plus l'appareil d'État, qui est aussi avec l'appareil économique, hein, qui sont main dans la main, ont besoin de la répression pour se protéger. Mais en même temps, c'est aussi des systèmes culturels. La culture de la répression française, c'est pas la même que dans d'autres pays en Europe, où il y a quand même aussi des crises sociales. Donc, si on descend un petit peu, il y a des choix. Il y a des choix politiques qui sont faits, qui sont opérés. Oui, au moment de Valls, il y a eu un choix qui a été fait. Pendant la loi travail, il y a eu un choix qui a été clairement fait on va massacrer du syndicaliste. Voilà. Et donc ça, c'est un autre niveau. Oui, ça augmente beaucoup ces dernières années, des violences que subissent les syndicalistes, mais qui sont somme toute les mêmes qu'ont pu subir des gilets jaunes, ou que nous on subissait déjà, mais somme toute qui sont les mêmes que peuvent subir des mômes dans les banlieues, ou des mômes pas que dans les banlieues, mais parce qu'ils sont noirs ou arabes, ou qui vont subir ça. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont imbriquées, parce que aussi on a laissé totalement les coups des franches à la police, dans la police, pour dire c'est ça, on peut le faire, et que c'est accompagné. Voilà. Et y compris quand c'est les retraites, etc., il y a quand même des aménagements spécifiques qui vont exister pour les forces de répression. C'est évident, il y a besoin de ça. Donc oui, il y a une augmentation. Il y a une augmentation d'un côté sur des violences physiques directes,
Et on a encore des camarades qui ont été blessés, dont un très grièvement, un camarade de Sudrail qui a perdu un œil sur une grenade de désencerclement là, mais c'est pas la première fois qu'on a des camarades très grièvement blessés dans Solidaire. Et puis il y a un autre niveau de répression qui est augmenté, c'est porter plainte. Porter plainte contre des syndicalistes par l'action syndicale. Vouloir empêcher des actions de blocage, vouloir réprimer très fortement. Et c'est évident que ce pouvoir en place soutient ça. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des pouvoirs qui sont peut-être moins durs. Mais où sont-ils? Je ne sais pas. Valls était dans un gouvernement socialiste. C'est juste, c'est pas un détail. Vous disiez pas de mort en manif. Zineb Redouane, elle avait été tuée, elle n'était pas en manif. Elle a quand même été tuée au moment des Gilets jaunes, quoi. Oui, je suis d'accord. Quand je dis pas de mort en manif, c'est que, y compris dans la violence du maintien de l'ordre, ça fait partie de la doctrine, hein, d'utilisation d'armes, où ils vont mutiler, nuire gravement, mais ils essayent quand même d'éviter qu'il y ait des morts directes. Voilà. Ils essayent d'éviter ça. Parce que sinon, aujourd'hui, le seuil de tolérance de notre société, il n'accepterait pas ça. Voilà. Il n'accepterait pas. Alors que, nous, on n'accepte aucune de ces violences policières, hein, soyons clairs. On les dénonce. D'ailleurs, quand on est allé à Matignon, c'est un des seuls trucs que, ça a duré très peu de temps, et un des seuls trucs qu'a dit Solidaire, que personne d'autre, c'était ça, une dénonciation sur les violences policières. Bon, on y allait juste pour ressortir et dire qu'on négocierait rien. Mais on l'a dit à Borne. D'ailleurs, tu lui as dit. Et voilà, oui, il y a des violences, c'est évident. Maintenant, il y a encore aujourd'hui dans ce pays énormément de gens pour qui ça semble normal, ces violences-là. Peut-être parce que c'est la façon dont elles sont présentées. La question médiatique, elle est importante. Des chaînes de télévision en continu qui disent que des poubelles qui brûlent, c'est ça la violence. Peut-être que c'est un problème aussi, parce que faut le rappeler, la violence, c'est quand des gens se font taper, ils se font détruire. La violence, c'est quand les gens ils vont mourir au travail. C'est pas une poubelle qui brûle, la violence. Enfin, voilà, je dis pas qu'il faut aller brûler des poubelles. Je dis qu'il faut pas confondre les choses. Quand quelqu'un se fait défoncer le crâne par des LBD ou perd un œil en grenade de désencerclement qui sont des armes de guerre, quand on fait respirer la lacrymo à des gens pendant des heures et des heures, c'est un autre niveau de violence, bien sûr. Donc on a un souci là-dessus, mais parce qu'on se bat en fait. C'est une bataille. Notre camp social, il se bat, mais il se bat contre un camp qui est très organisé et qui porte une idéologie. Oui, la violence, elle est légitime quand c'est leur violence pour nous empêcher de changer les choses. Voilà. J'ai vu taguer sur le parcours des manifs une phrase du rappeur Kerry James, entre vous et la rue, il y a plus que les CRS. Je pense que ça résume quand même pas mal. Vous l'avez évoqué en répondant à plein d'autres questions, mais est-ce que vous pouvez revenir de façon un peu plus systématique sur ce qui différencie le syndicat solidaire d'autres organisations syndicales Ok. Je peux. Après, et un des acquis de cette mobilisation, c'est de pas essayer de critiquer les autres, mais je vais dire en positif, je pense, qui nous différencie. Parce qu'on a des points communs, évidemment. On a des points communs. Déjà, l'ensemble des organisations syndicales veulent défendre les travailleuses et les travailleurs. Voilà. Après, pas de la même manière, peut-être pas au même degré, et pas avec les mêmes moyens. Donc c'est ça qui va nous différencier. Ce qu'on a peut-être de spécifique, c'est une ouverture forte sur les mouvements sociaux, ce qu'on appelle le lien avec des associations de lutte, le lien avec les organisations qui luttent sur l'écologie, le lien avec les organisations antiracistes, le lien avec les organisations féministes, etc. On n'est pas les seuls, mais ça fait partie de notre histoire, de considérer que être travailleuse et travailleur aussi, ça fait partie de cela, mais ce n'est pas que à l'endroit où on travaille. C'est dans toutes les conséquences. Voilà. C'est peut-être une spécificité par rapport à d'autres. Donc parfois on a été taxé de syndicalisme politique. On dit ben non, si on a un problème de logement, en fait, c'est bien parce que quand on travaille et que nos salaires sont pas suffisants, on n'a pas le meilleur logement, qui va justement avoir aussi peut-être être des passeports thermiques, avec toutes les conséquences que ça a. Et que oui, en tant que travailleur, on doit pouvoir vivre dignement, bien et partout. Donc ça nous questionne sur les transports, sur la culture, sur l'accès aux biens, mais aux biens pour vivre, quoi. Voilà. Donc ça nous différencie peut-être de certains et certaines qui vont rester que sur le lieu de travail. Ce que je disais tout à l'heure, d'accès aussi sur la question de discrimination et de domination. Tous les syndicats ne le font pas, en tout cas pas de la même manière. Tout le monde va dire que c'est pas bien, la discrimination et la domination. Peut-être que nous, on a une vision un peu plus systémique des choses. Le patriarcat, le système raciste, voilà, c'est des choses qu'il faut combattre, donc il faut les visibiliser, donc il faut les comprendre, enfin voilà.
Et enfin, peut-être qu'une grande particularité par rapport à d'autres, c'est notre recherche d'horizontalité. Je dis bien recherche parce que c'est toujours améliorable. Tout ce qu'on fait est améliorable. Et y compris les positions qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, ce sera pas pareil que dans plusieurs années. Mais notre recherche d'horizontalité, ça veut dire comment on remet la démocratie au cœur et comment ça se construit à la base. Et bien sûr qu'il faut déléguer, parce que on est 110 000 adhérentes et adhérents, on peut pas, c'est pas de l'assembléisme à 110 000, ça n'existe pas. Ce serait fou. En fait, en vrai. C'est incroyable en même temps. Oui, mais ça ne marche, ça ne fonctionne pas parce que la réalité, c'est que le degré d'engagement de tout le monde n'est pas le même, le temps disponible, la capacité sur certains sujets, etc. Donc on se répartit les rôles, on se répartit les tâches, on tourne. Moi-même, j'ai un mandat, je l'ai commencé, je vais le finir. Et il y aura d'autres personnes qui feront ce mandat-là, puis différemment, puis voilà. Donc ça peut nous différencier de d'autres structures syndicales. On est vu, alors parfois on dit radicaux. Moi, je pense pas qu'on soit radicaux. Juste, on a une analyse assez juste du monde dans lequel on vit et on peut pas attendre que les choses changent juste en offrant des bouquets de fleurs à celles et ceux qui nous exploitent ou à celles et ceux qui nous tapent dessus et nous envoient des grenades. Voilà. Je vais faire mon pédant, mais il me semble me souvenir d'une phrase de Marx que j'avais bien aimée à l'époque, qui disait « Être radical, c'est prendre le problème à la racine ». Du coup, c'est pas une épithète infamante. Non, pas du tout. Après, nous, on dit pas qu'on est radicaux, on dit qu'on fait, voilà, notre syndicalisme de lutte et de transformation sociale, qu'on construit à la base. Bon, force est de constater qu'on n'a pas encore convaincu tous les travailleuses et travailleurs qu'on était le bon outil, parce qu'on a encore, voilà, mais on continue de progresser, on continue d'augmenter. Et mais notre projet, il est vivant. Aujourd'hui, par exemple, on est dans ou dans les premiers syndicats Amazon. En tout cas, on a des centres logistiques Amazon qui pourraient ressembler avant à ce qu'étaient des usines automobiles, quand il y a 7 ou 8 personnes qui travaillent au même endroit. On est le premier syndicat. Ça veut dire que notre projet, il parle. Il parle à des gens qui sont dans des conditions sociales difficiles. En réalité, en termes de salaire, et quand on parlait de la possibilité de faire grève, etc. Voilà. Donc c'est là qu'on se dit que nous, notre projet, il est vivant. C'est quand des nouveaux endroits qui se développent, on arrive à pouvoir y dire quelque chose. Mais évidemment, on est à plein d'endroits. Maintenant aussi, peut-être une dernière différence d'avec d'autres, c'est que on n'a pas de fétichisme de notre organisation. C'est marqué. Solidaire, c'est un outil. C'est un outil, il a été construit, il a 25 ans cette année. Il a été construit de fusion, de départ de syndicats, de création de choses. Voilà, c'est un nouvel outil qui s'est créé, puis c'est créé à l'époque. On sortait de la guerre froide, il y avait encore un paysage, même si c'était quelques années après, on avait encore un paysage très marqué par ça, syndicalement. Bon, là, on est 25 ans après, les choses, elles bougent. Donc les choses, elles bougent, ça veut dire que peut-être que Solidaire, ça sera plus du tout la même chose dans quelques années, peut-être que on ira été plus loin avec d'autres, peut-être qu'il y aura des rationalisations du champ syndical, ou au contraire, il y aura peut-être encore des nouveaux syndicats, et nous, on continuera. Mais on essaie de le voir comme quelque chose de vivant, quoi. En tout cas, on est sorti de l'adolescence, on est en mode jeune adulte, et on va voir comment on continue de vieillir. Vous allez pouvoir toucher le RSA à 25 ans, mais pas très longtemps. Donc conditionné. Du coup, j'ai une dernière question bonus pour vous. Vous pouvez ne pas y répondre qu'à un des deux. C'est votre moment préféré de la mobilisation contre la réforme des retraites et votre moment préféré de votre vie militante. Ah oui. Je crois qu'un de mes moments préférés de la mobilisation, c'est quand on est allé manifester à Albi, avec l'intersyndicale. Parce que ça permet de sortir un petit peu du rythme classique qui était très très prenant, parce que on avait l'impression d'être au Tour de France en fait. Il y a beaucoup de gens qui applaudissaient et donc on voyait un niveau d'attente. Alors nous, on n'aime pas, en tout cas Solidaire, on n'aime pas trop le côté porte-parole, regardez-nous, applaudissez-nous, tête d'affiche quoi. Voilà, c'est pas trop notre truc. Mais n'empêche, ça donnait un sentiment assez fort. Et puis parce que aussi c'est cette journée-là où on a pu commencer à discuter avec Laurent Berger de la CFDT. On était côte à côte, on a échangé et c'était intéressant. Voilà. Parce qu'on sait qu'on a des grands désaccords, et si je dis CFDT, c'est pas pour rien, c'est Solidaire et la CFDT. On a une histoire commune dans le passé, beaucoup de nos syndicats viennent de départ ou d'exclusion de la CFDT. Et sur le spectre du champ syndical, on nous voit plutôt aux opposés, plutôt à juste titre par rapport à ce qu'on porte. Et en même temps, on a vu qu'on avait des points en commun en discutant, et que si je pense notamment à la question de l'extrême droite, on voyait qu'on était plutôt d'accord, qu'il fallait agir ensemble. Peut-être qu'on ne fera pas exactement la même chose, mais et je me suis dit waouh, ça c'est bien, c'est important. Et donc c'est un bon souvenir. Il y a énormément de bons souvenirs forts évidemment sur cette mobilisation, mais celui-là il sort directement.
Alors, la deuxième question sur ma vie militante, comme souvenir Je sais fort, le meilleur. Un souvenir fort. J'en ai un qui est particulièrement fort, assez récent, parce que bon, j'ai commencé à militer voilà, il y a 24, 25 ans, quoi, donc il y a beaucoup de choses. Il y a de fait énormément de choses. Un moment qui était très fort, c'était à la fin de la loi travail, à Saint-Denis, où je travaille et j'habite, et où je milite beaucoup. Alors moins ces derniers temps avec mon mandat, mais où je suis très investi dans notre union locale Sud Solidaire Saint-Denis. On a pu appuyer des travailleuses, beaucoup des travailleuses, hein, c'est majoritairement des femmes de franc-prix, donc imaginez beaucoup des caissières qui mettent en rayon, voilà, c'est des gens qui faisaient du ménage, qui se faisaient voler littéralement depuis des années. Voler sur leur salaire, voler sur leur congé, etc. Qui avaient été voir d'autres syndicats avant, qui leur avaient dit qu'il fallait adhérer, etc. pour pouvoir faire. Nous, on a dit non, on vous accompagne, on verra. L'accompagnement, c'est des camarades, c'est pas moi hein, qui l'ai fait, mais des camarades qui l'ont fait pendant des mois. Et qu'on dit voilà, donc on a provoqué des élections pour avoir une élue, qu'on a eu évidemment, pour protéger, pour enclencher, etc. Puis là, on a proposé de déclencher une grève. C'était un samedi, il n'y avait jamais eu de grève dans ce magasin. C'est super, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient venues en soutien. Nous, on avait assuré par ailleurs qu'on financerait au moins 3 jours de grève, c'est-à-dire que même si elle faisait 3 jours de grève, il y avait 3 jours de salaire qui étaient maintenus pour gagner. Il y a une caisse qui était mise dans la rue, c'est Saint-Denis, c'est une ville pauvre, hein, globalement. La caisse, elle a suffi pour compenser tous les salaires de ce que donnaient les gens dans la rue en soutien. Et on a gagné dans la journée. Elles ont gagné dans la journée. Des augmentations de salaire, des accords de remplacement, des milliers d'euros pour des gens qui en touchent pas beaucoup. Donc c'était vraiment quelque chose pour moi c'est quelque chose de très fort qui montre à quoi ça doit servir l'action syndicale, voilà. Et puis ça a des répercussions après. Il y a des travailleurs dans des petits magasins, c'est à la rue centrale de Saint-Denis ou de la République, qui disaient waouh, depuis que vous avez fait ça, les patrons ils se comportent mieux avec nous, quoi. On n'a pas réussi à transformer l'essai en allant beaucoup plus loin sur d'autres choses, même s'il y a des personnes qui nous ont accompagnés dans le syndicalisme pendant quelques années. Mais pour moi, ça reste fondamental. Ça montre que c'est utile ce qu'on fait. Et puis que ça peut changer la vie des gens. Voilà. Mais c'était un très bon souvenir, très fort. Merci beaucoup, Simon Dutheil. Merci à vous.